la matinale d'Exact sur EDJ FM. Bonjour à tous, bienvenue, c'est la matinale d'Exact qui commence. Comme tous les jeudis, on est en direct sur EDJ FM jusqu'à 9h. Au programme de cette émission, ce sera notre info de la semaine. François Bayrou l'annonce, il va falloir trouver encore 40 milliards d'économies pour le budget de 2026. Où les trouver? Quelles sont les pistes? Thomas Gut viendra nous dire tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. On reviendra aussi sur ces prisons attaquées un peu partout en France. Une dizaine d'établissements ont été la cible d'incendies ou de tirs à l'arme de guerre. Est-ce coordonné? Pourquoi maintenant? Eh bien, on vous explique tout ça aussi dès le début de cette émission. On parlera des annonces d'Emmanuel Macron et de son souhait de reconnaître un État palestinien, mais ça ne fait pas l'unanimité, vous allez le voir. Et puis, uniforme à l'école ou pas? La question divise dans la région sud. Elle a tenté l'expérience dans 2 établissements cette année scolaire, avait annoncé ne pas poursuivre l'expérimentation pour finalement se raviser. 2 lycées de PACA auront bien à nouveau une tenue unique à la rentrée prochaine, ce qui ne ravit pas forcément les parents d'élèves. On accueillera aussi notre invité de la semaine, Patrick Allemand, figure de la gauche niçoise, membre du PS. Il sera avec nous. On parlera municipal, congrès du PS et budget de la France aussi. Et puis à la fin de cette émission, on parlera des droits de diffusion de la Ligue 1 de foot à la télé. La LFP souhaite casser son accord avec le diffuseur DAZN, mais ce dernier refuse. Point complet donc dans cette matinale. Pour l'heure, on fait le point sur les dernières actus avec le flash d'Olivier Leclerc. Bonjour. Bonjour, journée diplomatique pour Emmanuel Macron qui doit recevoir aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'émissaire spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff a annoncé à l'Elysée. Plusieurs dossiers sont sur la table dont la guerre en Ukraine, la situation au Proche-Orient et le dossier nucléaire iranien. Le président de la République qui promet aussi une réponse ferme après les attaques contre des prisons et véhicules d'agents pénitentiaires revendiqués par un mystérieux groupe nommé DDPF. Derrière ces initiales se cacheraient en réalité des narcotrafiquants français selon les enquêteurs. Emmanuel Macron dénonce des actes inadmissible et salue le courage des personnels pénitentiaires. Une révélation embarrassante pour l'Église, le Vatican aurait été informé dès l'automne 1955 des agissements de l'abbé Pierre, aujourd'hui accusé d'agression sexuelle. L'information figure dans un livre enquête à paraître ce jeudi. Après le vin, les Français boudraient aussi la viande de bœuf. Plus d'1 sur 2 affirme en manger moins qu'avant, selon un sondage OpinionWay. La baisse est marquée chez les plus de 45 ans, prix, qualité, soucis environnemental. Les raisons varient selon l'âge et un quart des sondés se disent flexitariens. Les jeunes sont plus sensibles aux conditions d'élevage et la viande locale reste toutefois privilégiée. À l'international, la guerre commerciale s'intensifie avec des conséquences qui pourraient être lourdes pour l'économie mondiale. Donald Trump veut taxer les semi-conducteurs importés. Ces composants essentiels qui sont produits sur plusieurs continents dans une industrie ultra interconnectée. Le président américain espère relocaliser la production mais au risque de perturber des géants comme Nvidia ou Apple. Pékin riposte en restreignant ses exportations de métaux rares. Et puis Giorgia Meloni est à Washington ce jeudi pour une rencontre délicate avec Donald Trump. La chef du gouvernement italien défend son industrie face aux droits de douane américains. Son dialogue direct avec le président des États-Unis inquiète ses partenaires européens. Et puis en football, Arsenal s'est offert le scalp du Real Madrid hier en quart de finale retour de Ligue des Champions, victoire 2-1. Le club londonien va donc retrouver le Paris Saint-Germain en demi-finale pour un match très attendu. De son côté, l'Inter Milan a décroché sa qualification grâce à un nul face au Bayern Munich 2-2 et affrontera de son côté le FC Barcelone dans l'autre demi. Et on termine par un point météo qui n'est pas très glorieux. Aujourd'hui, la pluie est prévue sur l'ensemble du département pour cette journée de jeudi. Jusqu'à 16 degrés attendus au meilleur de la journée. Ça devrait s'améliorer demain avec le retour peut-être du soleil un peu partout dans les Alpes-Maritimes. La calmie sera malheureusement de courte durée puisque c'est un week-end très pluvieux que nous annonce Météo France. Il va falloir donc garder les parapluies à portée de main pour les jours prochains. François Bayrou a tenu mardi une conférence de presse sur l'état des finances publiques, 2 jours après l'annonce de 40 milliards d'économies à réaliser pour le budget 2026 afin de ramener le déficit à 4,6% du PIB, sans pour autant faire d'annonce concrète, Thomas Gut. La vérité permet d'agir. Voilà comment François Bayrou a qualifié son intervention. L'objectif principal était de poser un diagnostic sur les finances publiques de la France. L'occasion pour le Premier ministre de parler de la guerre commerciale enclenchée par Donald Trump qui aura des conséquences à long terme, mais c'est aussi le travail et la production française qui sont remis en cause. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. La politique de retour de la production et de réindustrialisation, si l'on veut s'y engager avec l'énergie nécessaire, doit devenir une obsession pour notre nation tout entière et un principe d'organisation de notre économie. Si François Bayrou n'a fait aucune annonce concrète, il a déjà exclu une piste,
la hausse des impôts, un choix répété encore hier par le ministre de l'économie. Mais alors si les impôts ne vont pas augmenter, quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement ? D'abord, les retraités pourraient être mis à contribution avec la suppression d'un abattement fiscal de 10% et avec la fin de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Économie potentielle 11,5 milliards d'euros. Ensuite, les chômeurs sont dans le viseur. Un durcissement des conditions de l'assurance chômage est une des pistes évoquées. Une manière de ressortir la réforme de Gabriel Attal passée à la trappe à cause de la dissolution. 3,6 milliards d'euros d'économies attendues. Mais le gouvernement s'apprête à combattre les fraudes fiscales et sociales. L'objectif est clair pour la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Et moi, je ne veux qu'on continue d'encaisser de l'argent parce que c'est de l'argent qui est volé aux Français. Et donc, l'objectif pour 2026, c'est qu'on encaisse 15 milliards, c'est-à-dire 2 milliards de plus. Parce que pour moi, c'est une manière, vous voyez, de résoudre les enjeux de déficit sans augmenter les impôts. Autre dépense dans le viseur, le millefeuille territorial. Le rapport du député Boris Ravignon pointe la multiplication des collectivités dans toute la France. Bon, quand seront annoncées toutes les mesures pour réduire le déficit ? Avant le 14 juillet prochain, François Bayrou présentera les grandes orientations du budget 2026. Près de 3 mois de travail pour faire les arbitrages qui s'annoncent très difficiles. Un temps qui va aussi raviver les tensions au Parlement et même au sein du socle commun. Une partie de la gauche crie déjà au scandale. Les syndicats montrent leur colère et la menace de censure est à nouveau brandie par les oppositions. Les surveillants pénitentiaires inquiets suite aux nombreuses attaques de prison ces derniers jours. Des attaques qui, semble-t-il, coordonnées, qui ont touché une dizaine d'établissements en France, Hugo Petitjean. Oui, tout a commencé par des véhicules incendiés sur le parking de l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen. Ça s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. 7 voitures ont été touchées. La même nuit, le véhicule d'une surveillante pénitentiaire a été incendié en Seine-et-Marne. Des incendies de véhicules qui ont ensuite pris une toute autre tournure. Oui, la nuit suivante, 7 autres établissements ont été touchés, encore des véhicules incendiés à Nîmes, Nanterre ou Villepinte par exemple, mais aussi des tirs à l'arme de guerre sur le centre pénitentiaire de Toulon. Des tags mentionnant le droit des prisonniers français DDPF ont également été relevés sur d'autres véhicules. L'enquête a été confiée au parquet national antiterroriste. Ces attaques font penser à une action coordonnée. Oui, c'est en tout cas ce que pensent certaines sources proches du dossier cité par France Info, parce que la coïncidence commence à être un petit peu trop grande. Selon Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, ces attaques pourraient être en lien avec le durcissement des mesures au sein du milieu carcéral. Le gouvernement a pris depuis plusieurs mois, désormais, depuis mon arrivée à la chancellerie, des mesures extrêmement fermes pour mettre fin au téléphone portable, aux livraisons de drones et de manière générale aux moyens de communication avec l'extérieur. Je ne sais pas si ces faits extrêmement graves ont un rapport avec la lutte extrêmement forte que nous menons contre le désordre en prison, mais aussi avec le régime carcéral nouveau que les parlementaires très largement ont adopté. Pour le moment, ces attaques n'ont pas été revendiquées, même si certains tags pourraient faire penser à des groupuscules d'ultra-gauche. Le ministre de la Justice a reconnu que des menaces avaient été proférées à l'encontre des établissements pénitentiaires censés se transformer en prison haute sécurité. Nous avons eu des menaces sur les établissements de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe qui vont accueillir les 2 prisons de haute sécurité. On ne les a pas rendus publics, mais les faits d'aujourd'hui montrent que sans doute le travail que nous avons fait pour les protéger ont poussé un certain nombre d'autres personnes à agir ailleurs pour nous intimider. En attendant, de nombreux syndicats d'agents pénitentiaires ont souligné l'inquiétude des surveillants de prison, de nouvelles violences qui font écho au meurtre de 2 agents lors de l'évasion de Mohamed Amra il y a bientôt 1 an. Précision de Hugo Petitjean. Dans quelques minutes, on va revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron et sa volonté de reconnaître un État palestinien. Elle ne fait pas l'unanimité. Vicky Varroquier nous rejoint pour en parler juste après Joseph Kamel. Voici Celui qui part sur EDJ-FM. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau. Je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Il avait participé à l'émission The Artist en 2021, c'était Joseph Kamel sur EDJ-FM. Ces derniers jours, Emmanuel Macron a évoqué à plusieurs reprises une possible reconnaissance d'un État palestinien, mais ce mardi, lui et Benyamin Netanyahou se sont entretenus lors d'un échange téléphonique. Durant cet appel, le président français a réitéré sa volonté, mais cette déclaration ne fait pas l'unanimité, Vicky Varroquier. Ce que nous voulons déclencher, c'est une série de reconnaissances d'un État palestinien, mais aussi celle d'Israël par des États qui aujourd'hui ne le font pas.
pas, a déclaré Emmanuel Macron. C'est en juin, lors de la conférence des Nations Unies pour relancer la solution à 2 États, que la France espère obtenir cette reconnaissance. Cessez-le-feu, libération de tous les otages, aide humanitaire, puis enfin réouverture d'une perspective de solution politique à 2 États. C'est dans ce contexte que la France va prendre en compte les intérêts de sécurité de tous dans la région. Mais sa prise de position en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien lui a valu de vives critiques d'une partie de la classe politique française et en Israël. Jean-Luc Mélenchon a souligné la lenteur de la décision du chef d'État. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, souhaite aussi s'avancer sur cette solution, mais avec des garanties de sécurité pour les 2 États. Pour le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, toute reconnaissance serait prématurée. Selon lui, l'État palestinien est aujourd'hui adossé au Hamas. Sur le réseau social X, Benjamin Netanyahou estime que le président ferait une grave erreur en continuant de promouvoir l'idée d'un État palestinien au cœur de notre terre, un État qui, selon lui, la seule aspiration est la destruction d'Israël. Du côté palestinien, la réaction est tout autre. Quelques instants après l'annonce, Varsen Akabekian-Shahin, ministre d'État aux Affaires étrangères, a salué la déclaration française. Selon elle, une reconnaissance officielle de la France serait un pas dans la bonne direction, conforme à la défense des droits du peuple palestinien. Aujourd'hui, près de 150 pays à travers le monde reconnaissant déjà un État palestinien. En mai 2024, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne ont officiellement franchi ce cap, suivi par la Slovénie en juin. De plus en plus de voix appellent à reconnaître les droits du peuple palestinien comme un préalable indispensable à une paix durable. Les précisions de Vicky Varroquier. Uniforme ou pas uniforme à l'école, la région Sud a eu du mal à trancher. Elle a tenté l'expérience dans 2 lycées cette année, dont un à Nice. Elle n'était pas sûre de réitérer l'expérience l'année prochaine, mais ce sera finalement le cas, Hugo Petitjean. Oui, il y a de nombreuses collectivités qui avaient tenté l'expérience. La région Sud était pleine de bonne volonté. Elle a été la première à se lancer dans l'expérimentation à la rentrée 2024. Pour cela, elle avait choisi 2 lycées, l'un à Château-Renard, l'autre à Nice. Objectif, selon la région, renforcer l'égalité entre les élèves, la cohésion et le respect dans les établissements scolaires. La collectivité avait donc investi 500 000 € dans le projet pour essayer. Mais jusqu'à récemment, la région n'était pas sûre de poursuivre cette expérimentation à la rentrée prochaine. Pas à cause des résultats, mais plutôt du coût du projet. La région Sud n'avait pas obtenu l'assurance que l'État mettrait la main à la poche. Alors elle avait décidé en décembre d'arrêter l'expérimentation, ce qui avait globalement soulagé les parents d'élèves. Mais l'État a ensuite assuré qu'il financerait près de la moitié de l'expérience, 200 000 € attribués sur les 493 000 engagés par la région. Donc la collectivité a annoncé poursuivre son expérimentation à la rentrée prochaine dans les 2 mêmes établissements. Vous dites que les parents étaient soulagés par l'arrêt de l'expérimentation ? Oui, il y a 2 sons de cloche dans l'histoire. Celui de la région qui estime que les retours ont été positifs suite à une consultation des parents d'élèves et des profs. C'est comme ça que l'institution a justifié la poursuite de l'expérimentation. Et puis il y a celui des parents, par la voix des fédérations de parents d'élèves notamment, qui semble beaucoup plus mitigé. Khadija El Wahabi, la présidente de la FCPE des Alpes-Maritimes, explique qu'aucune amélioration n'a été constatée au lycée des Palmiers à Nice, là où est expérimenté le dispositif. Selon elle, les financements auraient dû être utilisés ailleurs pour mettre par exemple un prof devant chaque classe. Et du côté des professeurs, l'avis est aussi tranché ? Alors selon la CGT, pas de retour positif ou négatif des profs du lycée des Palmiers, mais l'idée même de l'uniforme ne plaît pas forcément à Arthur Leduc, il est secrétaire général de la CGT Éducation des Alpes-Maritimes. Selon lui, la mesure est profondément réactionnaire et s'inscrit dans une logique disciplinaire et de militarisation. Bref, vous l'aurez compris, cette expérimentation du polo et du t-shirt, parce qu'il ne s'agit pas véritablement d'un uniforme de la tête aux pieds, eh bien elle ne fait pas l'unanimité. Surtout, elle pose de vives questions sur la pertinence de dépenser autant. Ça représenterait 44 millions d'euros pour tous les lycées de la région Sud si c'était généralisé, et dans une époque où la moindre économie publique est bonne à prendre. Et si la gauche pouvait remporter la mairie de Nice en 2026, à moins d'1 an des municipales, la gauche tente de s'organiser pour trouver un espace et battre la droite. Patrick Allemand est une figure de la gauche à Nice. Il appelle toutes les gauches à se rassembler pour former, pourquoi pas, une liste commune. État de la gauche à Nice, mais aussi en France. Il est notre invité ce matin. Bonjour Patrick Allemand. Bonjour. Vous souhaitez donc former cette liste commune, vous appelez à l'union alors ? Oui, depuis quelques mois, depuis que s'est enclenchée la préparation de l'élection municipale, moi j'ai toujours considéré que le rassemblement de la gauche, de toute la gauche, était une condition indispensable si on voulait jouer un rôle clé et déterminant dans cette élection. Sinon, on passera totalement à côté.
Alors, je le rappelle à nos auditeurs, vous avez été 12 ans conseiller municipal à Nice, Oui. jusqu'en 2020. Vous avez tenté votre chance à 3 reprises au municipal 2008, 2014 et aussi 2020 les dernières. Vous croyez vraiment à une victoire de la gauche en 2026 face à Christian Estrosi et potentiellement face à Éric Ciotti ? Si la gauche est rassemblée et que la droite continue à se diviser, il peut y avoir un espace qui s'ouvre. D'abord parce qu'il y a une grande lassitude chez les gens. Il ne faut quand même pas oublier que c'est depuis la Libération que la droite gère cette ville. Ensuite parce que il y a à construire cette alliance avec les communistes, les écologistes et tous ceux qui voudront bien y participer et auxquels nous tendons la main. Par rapport aux résultats que vous aviez fait, Thomas l'a rappelé, donc 2008, vous aviez fait 33% au second tour, en 2014, 18% au second tour, en 2020, vous n'aviez pas réussi à vous qualifier pour le second, vous aviez fait 6,57%. C'est quand même pas sur la pente montante. Vous pensez vraiment qu'avec une alliance des communistes qui ne sont pas non plus très bien placés en termes de résultats, vous pensez vraiment qu'avec cette alliance, vous allez pouvoir battre des chiffres assez exorbitants que remporte la droite, à Nice et partout dans les Alpes-Maritimes d'ailleurs? Il y a un contexte très particulier sur Nice qui n'est pas celui des Alpes-Maritimes. C'est un contexte, on peut le dire, de règlement de compte entre deux figures de la droite qui, après s'être beaucoup aimées, se déchire à belles dents depuis plusieurs mois, avec des interrogations sur un certain nombre de choses, des affaires à répétition qui sortent, etc. On sent que ça va être une campagne assez gore à droite. Donc il y a cet aspect-là. Et puis le deuxième aspect, c'est le fait que la gauche veut tirer les enseignements de ce qui s'est passé la dernière fois. Alors vous faites allusion à un score de 6%, qui était dans un contexte totalement différent, en plein Covid. Aujourd'hui, la gauche, elle est en état de marche. Encore une fois, son rassemblement pourrait ouvrir un espace politique. C'est ça la question, en fait. C'est de savoir quel sera cet espace politique et quelle importance il aura et comment il pénétrera dans la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, nous avons une ville qui s'abstient beaucoup et qui s'abstient de plus en plus. Vous avez fait allusion à 2010, à 2020, pardon. Regardez le score, le nombre de votants qui ont voté pour Christian Estrosi. Il dépasse à peine 15% du corps électoral. Donc il y a une réserve formidable qui est à disposition de celles et de ceux qui seront audacieux. Alors, vous l'avez dit, vous misez sur une division de la droite, vous parlez d'un espace politique pour essayer de le conquérir, c'est le projet qui va être important. Oui. Quel projet vous portez face à cette union? Là, je ne peux pas vous répondre prématurément comme ça, mais on y travaille. Ce que je peux dire, c'est qu'on y travaille activement. Ce que je peux dire, ce ne sera pas une surprise, c'est que nous ferons du logement la priorité des priorités, parce que c'est aujourd'hui sur la ville de Nice ce qui gêne considérablement le développement économique de la ville. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ne veulent plus venir investir ici parce qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir loger leurs ouvriers ou en tout cas avoir les compétences sur place, parce que précisément, quand vous devez payer ne serait-ce qu'un studio 650 € par mois, c'est très difficile pour beaucoup de gens, et y compris des fonctionnaires qui ne veulent plus être mutés ici. Je pense notamment à des policiers à cause de la cherté du logement. Quel est l'état des négociations? Est-ce qu'il y a des échéances prévues dans les prochaines semaines, prochains mois? Donc pour l'instant, on a un groupe de travail qui est à la fois pluridisciplinaire et en même temps qui rassemble des représentants de chaque grande formation politique, et on travaille sur un certain nombre de thèmes, donc le logement bien sûr, les transports, l'environnement, qu'est-ce qu'il y a encore comme thème? Vous parliez de la sécurité le aussi. sport, la culture, la sécurité. Donc tous ces thèmes-là, on travaille actuellement d'arrache-pied pour avoir une plateforme commune assez rapidement.
Est-ce que vous pourriez être, vous, tête de liste, ou en tout cas vous-même vous présenter, vous dites la gauche doit se présenter face à Christian Estrosi et aux candidats de droite, est-ce que ce sera vous, Patrick Allemand ou... C'est prématuré de le dire, en tout cas je suis candidat à cette responsabilité, mais je ne suis pas le seul à l'intérieur de la coalition que nous sommes en train de construire. Et donc je pense qu'il faudra à un moment ou à un autre déterminer qui est celui ou celle qui peut amener le plus. Parce qu'il y a deux logiques. Soit on se bat pour avoir quelques élus. Bon, et peu importe tête de liste, on arrivera toujours à avoir des élus. Soit on veut essayer de gagner, et là peut-être qu'il faut s'y prendre différemment et voir quel est celui ou celle qui, encore une fois, peut apporter le plus et si possible, j'allais dire, la part décisive qui peut nous permettre de basculer dans la responsabilité de gestion. Je me permets de revenir quand même, vous parliez de votre priorité qui est donc le logement, vous parliez aussi de la priorité du transport. Qu'est-ce qui déconne selon vous à Nice aujourd'hui avec les transports ? C'est le retard qui a été pris et c'est le retard qui continue d'être pris. On parle beaucoup de la ligne 5, celle qui va monter à l'Ariane et à la Trinité. Si vous connaissez bien le dossier, vous savez très bien que l'engagement de construire cette ligne 5 a été pris sous le gouvernement de Lionel Jospin. Par Jean-Claude Guessot, qui était à l'époque ministre des Transports, et qui n'a financé la ligne 1, celle que les usagers ont empruntée maintenant depuis bientôt 10 ans. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc, le retard est quelque chose de très préoccupant, notamment sur la ligne 5, puisque maintenant on l'annonce pour 2030, alors que Christian Estrosi, il y a encore quelques années, l'annonçait pour 2026. Je veux dire, les Arianenques attendent ce tram. Ouais. Voilà. Et pas que d'ailleurs. Les habitants de la vallée du Paillon aussi, parce que le matin, pour venir travailler sur Nice, si vous habitez Comtes, vous mettez 45 minutes. C'est pas possible. Alors pour mener à bien tous ces projets, il faut les financer. En début d'émission, on a parlé justement de la conférence de presse de François Bayrou sur l'état des finances publiques qui, bien sûr, au niveau de toute la France, mais aussi qui pourrait toucher les différentes villes, les différentes collectivités. Alors plusieurs pistes d'économie sont évoquées. Pour l'instant, rien n'est tranché, mais pas de hausse d'impôts tout de même. Quelle est votre réaction ? Quel est votre point de vue sur justement l'état de finances de la France ? L'état de finances de la France, il est extrêmement préoccupant. Moi, je considère qu'il y a un homme qui a une responsabilité colossale dans la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est l'ancien ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui n'a pas dit la vérité sur l'état des finances publiques il y a quelques années. Et résultat des courses, aujourd'hui, nous avons une dette qui est de 3 300 milliards. Vous savez qu'elle n'était que de 3 000 milliards l'année dernière. C'est-à-dire que dans l'année, elle a progressé de 10%. C'est colossal. Et donc là-dessus, il faut faire des économies. Mais très franchement, j'aimerais pas être à la place du Premier ministre. Parce que les arbitrages vont être douloureux. Ils peuvent avoir des conséquences politiques dramatiques s'il y avait de nouveau une censure qui passait et qui finirait d'affaiblir, j'allais dire, la puissance de la France et la crédibilité de la France au niveau international. On nous dit qu'il faut faire des économies, on nous dit que par ailleurs il faut financer un effort pour réarmer notre armée, mais je ne sais pas où on va prendre le fric. Donc je le disais, les collectivités territoriales pourraient être mises à contribution, donc oui. Notamment toutes les villes en France, toutes les communes, ce que conteste l'association des maires de France, qui a d'ailleurs décidé de boycotter la conférence de mardi. Est-ce que vous comprenez cette colère et comment essayer d'agir pour trouver des solutions ? Mais immanquablement, de toute manière, les collectivités seront mises à contribution, c'est évident. Après, le problème qu'il y a, c'est que chaque responsable en tête d'un exécutif, que ce soit une grande région, etc., il faut qu'il fasse très attention aux dépenses, actuellement. À Nice, est-ce que franchement, dans la situation où on est avec plus de 2 milliards de dettes, il y a 2 milliards de dettes à Nice,
Vous croyez que c'était le moment de démolir Acropolis? Vous croyez que c'était le moment de démolir le théâtre de Nice pour remplacer tout ça par des structures provisoires? La cuisine pour le théâtre qui coûte 7 millions d'euros. Un palais des congrès provisoire parce qu'on a détruit Acropolis sur le port où il faudra que la ville mette 20 millions d'euros. Une patinoire olympique parce que nous sommes sélectionnés dans les sites olympiques pour 2030. Il va falloir que la ville mette encore 20 millions d'euros. Je veux dire, il y a des responsables politiques, et notamment le nôtre, en l'occurrence Christian Estrosi, qui sont complètement à côté de leur pompe par rapport à la situation d'endettement et du pays et de la ville. Alors voilà, dans ce contexte, on l'a vu, difficile, il y a le congrès du Parti Socialiste qui se profile. Oui. Donc les dates, c'est du 13 au 15 juin prochain, qui se tiendra à Nancy. 3 des principaux opposants à Olivier Faure ont fusionné pour faire front commun. Quel regard vous avez sur ce rassemblement, cette fusion, et quelle position avez-vous par rapport à tous les candidats qui sont sur la ligne de départ? Moi, je pense que la manière dont s'engage ce congrès montre la bonne santé du Parti socialiste. Parce qu'on débat dans les sections déjà depuis le 5 avril. Maintenant, on est arrivé à la phase, enfin, pas encore, ça sera dans quelques jours, où il y aura le dépôt des textes d'orientation. Bon. La donne qui change, c'est que la position d'Olivier Faure est aujourd'hui très fragilisée. Elle est très fragilisée parce que dans le regroupement qui s'opère sans lui, pour ne pas dire contre lui, mais sans lui, on a un certain nombre de figures du Parti socialiste, notamment Hélène Geoffroy, qui mène ce combat depuis le congrès de Villeurbanne. Mais il n'y a pas qu'Hélène Geoffroy, il y a aussi le maire Maillard Rossignol de Rouen, il y a Brun, il y a Bonamar, enfin il y a des personnalités qui ont rejoint et qui sont, à mon avis, susceptibles de construire une dynamique capable de provoquer un changement de premier secrétaire. Pour ce qui me concerne, moi je soutiens Hélène Geoffroy depuis longtemps, parce que je pense que c'est elle qui a eu la première la vision politique de ce qu'il fallait faire pour faire rebondir le Parti socialiste dans de bonnes conditions. Alors on est à 2 ans de l'élection présidentielle, donc c'est d'autant plus important comme congrès. Vous disiez que justement c'est plutôt sain de pouvoir discuter. Est-ce qu'il n'y a tout de même pas un risque de division du parti entre finalement... Si la discussion s'opère bien et que les règles démocratiques internes du parti s'appliquent bien, nous sommes protégés de ce risque. Dans le passé, on a eu des exemples pas très réjouissants. Moi, je me rappelle du congrès de Lille où je me suis endormi le soir. J'avais une première secrétaire qui s'appelait Ségolène Royal. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'avais une autre première secrétaire qui s'appelait Martine Aubry. Donc, ces pratiques-là qu'on a connues, je pense et j'espère sincèrement qu'elles sont derrière nous. Merci beaucoup, Patrick Allemand, d'avoir été avec nous ce matin. Il est tout juste 9h avant de clôturer cette matinale. On prend la direction de la Ligue 1. Le litige entre DAZN et la Ligue de football professionnel se poursuit. L'équipe a révélé ce mercredi que le diffuseur britannique a formulé une nouvelle offre il y a 1 mois et demi, mais elle a été refusée par la LFP, Bastien Rag. Une offre dite discount pour 4 saisons supplémentaires s'élevant à 150 millions d'euros par an pour 8 des 9 matchs de chaque journée de Ligue 1. Plus un billet de 50 millions pour prendre l'affiche restante diffusée normalement sur beIN Sport. Objectif, diffuser toutes les rencontres du championnat sur une seule et même chaîne. Mais il fallait s'en douter, l'offre a été refusée catégoriquement par la LFP qui n'a même pas cherché à négocier. Un peu compréhensible car sous ce nouveau deal, la Ligue toucherait 2 à 3 fois moins d'euros par an. Et cette discorde s'inscrit dans un problème encore plus profond. Oui, vous vous en souvenez, on en avait déjà parlé mi-février. La Ligue reprochait à DAZN de ne pas avoir réglé toutes ses mensualités. D'un autre côté, le diffuseur britannique réclamait 573 millions d'euros à la LFP pour manquement observé
et tromperie sur la marchandise, autrement dit une surévaluation du nombre d'abonnés et une trop grande indulgence en ce qui concerne le piratage. Ce mardi 15 avril, les présidents des clubs de Ligue 1 décident de rompre ce contrat à l'issue de cette saison, un choix validé par le conseil d'administration de la Ligue, mais forcément refusé par le diffuseur. Bon, c'est une situation compliquée, est-ce qu'on va pouvoir y voir rapidement un peu plus clair ? Eh bien, il va bien falloir, en tout cas DAZN doit de son côté encore régler 140 millions en 2 fois, entre le 30 avril et le 30 juin prochain, une indemnisation qui faisait partie du contrat liant la Ligue et la chaîne jusqu'en 2029, avec encore 1,5 milliard d'euros à verser derrière. Mais dans ce contrat, il y a une clause de sortie à la fin de la saison prochaine. Si et seulement si DAZN compte moins d'1,5 million d'abonnés avant la fin d'année 2025, pour l'instant ils sont à 700 000 et donc le diffuseur anticipe la situation et réclame que cette indemnité soit calculée au prorata de ce montant de sortie, soit 375 millions d'euros à l'été 2026 et non 1,5 milliard d'euros en 2029. Les deux parties sont donc, comme nous, actuellement sur la Côte d'Azur complètement sous l'eau, mais elles vont devoir se mettre d'accord rapidement et sans médiation. Les précisions de Bastien Rag, merci. C'est la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. Le replay intégral sera disponible sur exactinfo.fr, mais évidemment, elle sera aussi disponible en podcast, bien sûr, sur toutes les plateformes. Merci évidemment à notre équipe du jour pour la préparation de cette émission. Merci aussi à Bastien Rag à la réalisation. Il est à retrouver tous les mardis dans Azur M en Sport à 18h15 en direct sur ODJ FM. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition de votre matinale. En attendant, l'info continue sur nos réseaux sociaux et sur exactinfo.fr. Belle fin de semaine à tous.